Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver. Merci de nous suivre chaque jeudi soir. La semaine éco vous revient. Merci de nous suivre sur la chaîne et sur les réseaux sociaux. Ce soir, toute l'équipe de la semaine éco est à Oran, au centre des conventions d'Oran, à l'hôtel Méridien. C'est ici que s'est tenu le NAPEC, qui est devenu désormais l'un des rendez-vous incontournables du secteur des hydrocarbures et de l'énergie, le plus grand salon professionnel international en Afrique dans le secteur. Un événement qui, à travers les années, est devenu de plus en plus influent et qui draine de plus en plus de monde. Le secteur amont et le secteur aval sont représentés ici à travers des professionnels, des majors, des compagnies internationales et bien entendu la compagnie nationale aussi. Ce soir, nous nous intéressons au secteur pétrochimique. Alors pourquoi la pétrochimie? Tout simplement parce que d'abord c'est un secteur d'investissement qui est clé au moment où l'Algérie est en crise, mais aussi parce qu'il est partout autour de nous. La pétrochimie, c'est ce secteur qui permet in fine de produire des ordinateurs, du textile, des emballages, des produits électroménagers, d'où son importance et sa grande valeur ajoutée pour notre économie. Nous allons essayer ce soir de vous expliquer où en sont les différents projets en gestation et peut-être aussi en lancement par la Sonatrach dans le secteur pétrochimique. Quels sont les freins aujourd'hui qui font que ce secteur peine à se développer et quelles sont aussi les perspectives de son évolution. Pour faire ce débat, nous avons l'honneur et le plaisir d'avoir ici ce soir sur ce plateau trois personnes qui sont issues de l'Institut algérien de pétrole. Bonsoir messieurs et merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Oulhassi Azdine, vous êtes directeur d'études et planification de l'activité LRP Aval de la compagnie nationale Sonatrach. Bonsoir madame, merci pour l'invitation. Monsieur, à vos côtés, monsieur Bourbel Saadi, bonsoir. Bonsoir madame. Vous êtes enseignant-chercheur retraité de l'IAP, l'Institut algérien du pétrole. Vous êtes également consultant dans le domaine de la pétrochimie et de la plasturgie. Et à vos côtés, monsieur Mariouf Belgassem, bonsoir. Bonsoir madame. Vous êtes le conseiller de monsieur le ministre de l'Industrie et des Mines. Et vous avez également enseigné au sein de l'IAP. Merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Je disais donc que ce soir est pour changer. L'émission La Semaine Éco est au cœur de l'événement NAPEC. C'est un événement qui, en quelques chiffres, a drainé 570 exposants au courant de cette semaine de 40 pays différents, 28 000 professionnels participants, un événement inauguré par le ministre de l'Énergie et le président directeur général de la Sonatrach. Je vous propose de suivre, d'immerger dans cet événement qui a démarré lundi avec Saïd Amaï. C'est devant un auditoire d'experts et de professionnels qualifiés en matière d'industrie pétrolière et gazière et tous les segments gravitant autour, et dans un contexte mondial marqué par la mutation sur la scène pétrolière, qu'ont été lancés les travaux de la 8e édition du NAPEC, North Africa Petroleum Exhibition and Conference. Une conférence marquée par l'allocution du ministre de l'Énergie, dans laquelle il met l'accent sur la nécessité de promouvoir l'Algérie en matière d'investissement et de climat d'affaires. Et je me permets de réitérer mon engagement devant vous de mener une bataille à la bureaucratie et à éliminer les entraves légales et administratives à l'investissement. Ces efforts, j'en suis convaincu, doivent s'accompagner des impératifs de transparence, mais encore de la nécessité de donner de la visibilité à nos partenaires. Enfin, nous travaillons à développer l'industrie nationale de la pétrochimie pour la valorisation sur nos territoires des ressources gazières et des produits issus du raffinage. Le NAPEC, entre succès, défis et vision, c'est également un salon professionnel grandiose dédié aux activités des fournisseurs, de la technicité, des équipements et les solutions technologiques accompagnant l'exploration, la production et la commercialisation des hydrocarbures. Ce sont pas moins de 600 participants et exposants de haut rang émanant de 40 pays de par le monde qui prennent part à cette manifestation économique d'envergure, on ne peut plus propice pour le partenariat fructueux et le doing business. Le marché algérien ne cesse de s'agrandir et d'ouvrir grandes ses portes à l'investissement. Notre souhait en tant que société russe spécialisée dans le matériel de forage est d'élargir notre champ de partenariat et de faire du business.
our products and drill bits. Et la 5e participation que l'on a au NAPEC, j'ajouterais qu'on est présent en Algérie depuis 30 ans. On est de plus en plus présent en Algérie pour répondre à une problématique justement des équipements sous pression où les gens nous demandent des réservoirs conformes à la réglementation algérienne, à la DGM, ce qu'on fabrique et ce qu'on maîtrise. Le NAPEC, ou l'exposition riche et diversifiée dans laquelle se côtoient nombreuses firmes étrangères mais aussi nationales œuvrant dans le champ pétrolier, gazier ou encore celui des services en quête de partenariats fructueux. Donc nous sommes des fabricants de compresseurs air sécheurs. Nous sommes des fabricants aussi de WHCP, c'est des Wallet Control Panel, des panneaux de commande de tête de puits. Donc nous sommes une société basée à Toulouse et nous avons l'intention de prospecter le marché algérien pour répondre à une demande très spécifique, notamment en unité de production d'azote. Cette exposition est pour nous une chance inouïe afin d'approfondir notre partenariat avec l'Algérie existant depuis 5 ans dans le domaine des machines à rotation. Conscientes des préoccupations majeures de l'heure et des grands défis à relever, les entreprises nationales n'ont pas manqué cette occasion. On ne peut plus propice pour un contact effectif avec les technologies de pointe et l'expertise de haut niveau. Les actuels sont énormes. Ça va des petits projets jusqu'aux grands projets. Donc Considère, c'est une entreprise qui est chargée de réaliser les grands ouvrages qui sont lancés par le gouvernement. Et nous faisons tout pour être à la hauteur des exigences formulées par nos maîtres d'ouvrage. Notre société elle est en pleine mutation technologique. Nous sommes en phase de réaliser des projets axés sur la digitalisation et ce salon est une plateforme d'échange, le business doing business aujourd'hui. Nous sommes en plein dedans pour bénéficier pleinement de l'apport des nouvelles technologies des compagnies nationales et des compagnies étrangères. Les préoccupations énergétiques de l'heure, le marché pétrolier, la transition énergétique, les énergies renouvelables, les technologies de pointe en la matière, autant de thématiques au cœur de ce rendez-vous NAPEC devenu incontournable au fil des ans. Alors voici donc pour cette couverture qui avait pour objectif de vous donner une vue générale de cet événement, de l'intensité de sa fréquentation et de son importance car elle permet un lobbying et un réseautage important dans le domaine des hydrocarbures. Alors ce soir nous parlons de pétrochimie, c'est un domaine qui a été abordé lors de conférences au sein de cet événement NAPEC et la première question est pour vous Monsieur Oulhassi. Pour dresser un décor de cette thématique, aujourd'hui un programme ambitieux de relance du secteur pétrochimique est engagé par les pouvoirs publics à travers la Sonatrach. En quoi consiste-t-il en gros? Quelles sont les grandes lignes de ce programme de relance? Merci madame. Donc on a au cours de notre stratégie inscrit plusieurs projets dans le domaine de la pétrochimie. En l'occurrence 2 projets en effort propre. Le MTBE, c'est un additif pour les carburants, pour la consommation au niveau des raffineries du Nord. Et un projet de l'alkylbenzène linéaire, c'est une matière première pour les détergents. En parallèle à cela, d'autres projets sont en partenariat. En l'occurrence, la production de polypropylène à Argeux avec Total, et le vapocraqueur de multicharge d'éthane GPL avec Versalis. Et d'autres projets sont en maturation, bien sûr. Les 2 derniers projets que vous venez de citer sont en voie d'être lancés, c'est bien ça? Ou bien est-ce que le projet a déjà démarré en termes de réalisation? Oui, on a des accords cadres avec les sociétés que je viens de nommer Versalis et Total, des accords cadres où les études de faisabilité sont en cours et sont bien avancées. Oui. Et prochainement, on va procéder à la création de la JV. D'une joint venture. D'une venture, oui, pour la construction et lancer les travaux de l'EPC. Alors, nous allons revenir sur les aspects partenariats nécessaires dans le domaine de la pétrochimie. Je voudrais qu'on fasse un bref retour en arrière et citer la déclaration du président directeur général de la Sonatrach qui disait l'Algérie a perdu du temps, mais elle a tout intérêt aujourd'hui à s'investir dans le domaine pétrochimique. Est-il trop tard
ou bien avons-nous encore le temps, M. Bourpel? Je pense qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Monsieur le directeur général de Sonatrach a eu un bon réflexe. Un, c'est de reconnaître qu'on a un retard et de remédier à ça. Donc, on a tout pour réussir dans le domaine de la pétrochimie. On a tout ce qui est matière, on a un marché, on a des ingénieurs très compétents. On a une école qui forme des ingénieurs dans le domaine pétrochimie et polymère. Donc, je pense que c'est le moment. Est-il possible d'avoir ne serait-ce qu'une idée? Je rappelle que voilà, vous êtes un ancien du secteur de la pétrochimie, donc vous avez vécu ces évolutions. En quelques mots, qu'est-ce qui a fait que jusque maintenant, nous n'ayons pas pu ou su peut-être lancer réellement le secteur aval au moment où le secteur amont a toujours prédominé dans les investissements de la compagnie? Merci madame. Écoutez, dans les années 70-80, nous avons eu un bon projet. Nous avons réalisé des projets pétrochimiques. On était les premiers en Afrique et même dans le monde arabe, à travers 2 complexes à Skikda et à Arzeu. On faisait des polyéthylènes, du PVC, des novolacs, des phénoliques à Arzeu. On avait beaucoup de... Puis à un certain moment, crise de pétrole et tout ça, il n'y avait pas de moyens financiers. Chute des prix, oui, il y avait la décennie rouge qu'on a traversée. Et maintenant, je pense que c'est le moment pour investir, pour y aller dans la pétrochimie. Alors, vous dites maintenant, et évidemment, il faut être optimiste, mais maintenant, c'est une période de tension financière. Monsieur Mayouf, comment voyez-vous cette période par rapport aux éléments macroéconomiques du pays pour l'investissement dans ce secteur? C'est une période d'opportunité. Les tensions financières actuelles qui existent, je ne pense pas, le collègue de Sonatrach pourra confirmer, c'est une question d'opportunité qui existe maintenant. Il y a eu une évolution du marché, d'abord, par rapport aux années 80. Maintenant, nous voyons tous les jours les matières plastiques, l'importance qu'ils ont pris depuis 30 à 40 ans. Et donc, il y a une réelle opportunité sur le marché. La Sonatrach s'est toujours intéressée à la pétrochimie, ça il faut le dire, même si elle s'est orientée vers la pétrochimie des engrais à un moment donné, de préférence par rapport au marché, par rapport aux besoins nationaux, qu'elle exportait pendant longtemps. Maintenant, effectivement, la pétrochimie des plastiques et des caoutchoucs est en bonne voie, je pense. Les projets ont été cités. Il y a de nombreux autres projets qui sont en maturation. Et la capacité du marché algérien à absorber ces matières ont aussi énormément augmenté. Il y a un véritable développement de l'industrie en Algérie dans ces domaines-là. Il y a de nombreux secteurs. On parle du secteur de la mécanique et de la construction automobile, il y a le secteur de l'électroménager, il y a aussi d'autres secteurs qui demandent maintenant des matières plastiques particulières. Et le chiffre, vous le connaissez certainement, puisqu'il a été annoncé lors du dernier salon du plastique. Le titre n'est pas exactement celui-là, mais en tout cas, c'est un dernier salon où les autorités concernées par le domaine ont bien donné le chiffre de 2 milliards de dollars d'importation d'intrants pour l'industrie plastique. Oui. On est en train de parler d'un secteur qui est tellement névralgique qu'il peut tirer vers le haut ou vers le bas un secteur industriel qui est celui du plastique. Aujourd'hui, c'est quelque chose il y a comme une prise de conscience, c'est bien ça? Effectivement, on doit accompagner les transformateurs puisque c'est des investissements très très lourds. Dans la première phase, c'est la construction de projets de taille mondiale. Ensuite viennent se greffer les transformateurs. Ils ont besoin de milliers de tonnes. Là, on parle de centaines de milliers de tonnes pour la phase Sonatrach. Et ensuite, pour les transformateurs, c'est de milliers de tonnes. Donc, on aura plusieurs transformateurs qui viennent se greffer pour avoir la charge primaire pour être transformée. Aujourd'hui, ce qui est visé à travers les projets que vous avez cités, peut-être d'autres dont nous allons parler tout à l'heure, le marché prioritaire qui est ciblé, c'est le marché local? Et effectivement, le marché local est très demandeur et c'est un marché vierge.
il faut le rappeler. Oui. Donc on importe toute la matière que vous venez de citer, les 2 milliards de dollars. Et on est là, on est prêt pour lever le défi, pour relever le défi. Madame, Monsieur Bourbel. le marché algérien, il consomme 1 million de tonnes de matière plastique. Déjà, comme matière qu'on importe, 1 million de tonnes. En plus des équipements qu'on achète déjà qui contiennent des plastiques, des polymères. Donc c'est un marché très demandeur. Et en même temps, si on fait une pétrochimie, on doit faire des complexes de taille internationale. Pas juste un complexe pour le marché, pour satisfaire un marché local. Oui. Ça ne marche pas comme ça et ça ne va pas être rentable. Maintenant, la taille des complexes pétrochimiques qu'on fait sont de la taille de 400 000 tonnes, 500 000 tonnes, 1 million de tonnes. Vous voulez dire qu'il faut se projeter vers l'export? Oui. C'est-à-dire que dans l'investissement, il faut aller sur des tailles critiques. Exactement. Même maintenant, le petit complexe qu'on a à Stigde de polyéthylène, on fait de l'export. On fait de l'export. Et on faisait avant de l'export du PVC et du polyéthylène. Aujourd'hui, on parle de cet enjeu de consommation interne, nécessité d'exporter aussi. Je sais que vous êtes conseiller, vous avez été conseiller du ministre de l'Énergie, M. Mariouf, actuellement conseiller de M. le ministre de l'Industrie et des Mines. Aujourd'hui, comment peut-on juger l'arbitrage qui est fait par les pouvoirs publics dans comment gérer sa matière première, la transformer ou plutôt l'exporter, parce qu'il y a une nécessité d'avoir des réserves de change? L'exportation est une nécessité. Elle n'est pas seulement une nécessité financière, elle est également une nécessité en termes de qualité. C'est-à-dire, si vous êtes apte à exporter vers l'international, vous produisez de la qualité forcément. Et ça, c'est important d'un point de vue norme. Les demandes du marché sont énormes. Les demandes du marché national sont énormes. Si on prend le secteur de la construction, par exemple, vous voyez, le programme est très important, il restera très important. Et donc, les demandes en PVC en différents types. La construction est en train de se tasser un petit peu. Hein. Les projets publics sont en train de connaître un ralentissement. C'est un ralentissement relatif, on va dire, par rapport, si on compare à il y a 10 ans, c'est beaucoup plus fort encore qu'il y a 10 ans. Et puis, il y a la construction privée. Qui il y a un tire effort aussi. privé, effectivement. Oui, il y a l'effort privé qui est en train de se substituer. En tout cas, la demande reste très forte. Donc, effectivement, l'exportation sera un peu difficile dans le sens où l'absorption du marché national restera toujours très haute. M. Bourbel parlait du world scale, c'est-à-dire de toujours faire une unité à taille internationale. C'est important puisque vous avez une question de coût. D'abord, vous aurez beaucoup de difficultés à réaliser une petite unité. C'est très peu réalisé. Ce n'est pas compatible avec l'activité aval, c'est bien ça. Ce n'est pas, parce que c'est quelque chose de capitalistique. Vous avez besoin d'une certaine taille au niveau de l'investissement. Vous ne pourrez pas descendre en dessous. Et par exemple, l'unité faite dans les années 80, vous ne pourriez plus la refaire maintenant. Elle est beaucoup trop petite. En 80, elle était dans les normes. Maintenant, le world scale a beaucoup augmenté, la taille mondiale a beaucoup augmenté. Et ça vous ouvre des possibilités de l'exportation à l'international et de valoriser mieux vos produits également. Il est plus rentable de valoriser que d'exporter ? La pétrochimie la pétrochimie, oui. C'est-à-dire transformer ou valoriser ces hydrocarbures plutôt que de les exporter en matière brute. La valorisation de la pétrochimie, elle est sur une plus grande échelle. Par exemple, une unité de pétrochimie va vous créer de l'emploi par elle-même, mais elle va aussi vous créer tout un tissu derrière. Généralement, on considère que c'est à peu près un emploi créé dans la pétrochimie va vous en créer 10 derrière. Au niveau des plasturgistes. Donc c'est quelque chose qui génère beaucoup de finances derrière. Elle crée l'écosystème. Une cascade, voilà, un écosystème très intéressant. L'exportation peut être très rentable, mais l'exportation de produits bruts peut être rentable, mais elle ne crée pas de richesse interne. Réellement. Donc la comparaison n'est pas toujours évidente. Peut-être que la comparaison peut être faite, M. Bourbel, dans l'échelle de temps. Peut-être avez-vous une réponse par rapport à ça. Tout ce qui est plastique, la consommation plastique d'un pays, c'est un indice de développement. La production des polymères à travers la pétrochimie, c'est un indice de développement et de richesse. Donc en créant des polymères, on peut créer une industrie, le niveau de vie
du pays va augmenter, tous les créneaux vont aller avec. Et donc, M. Mayouf a parlé de la construction. Il y a beaucoup de polymères dans l'agriculture. Les serres agricoles, tout ce qui est tuyauterie, tout ce qui est moyen d'irrigation et tout ça, ça consomme du plastique. Tout ce qui est transport gaz, ça transporte du plastique. Maintenant, même les gens font des pipes et des gazoducs à base de plastique. Donc, la pétrochimie, ça veut dire polymère, ça veut dire plastique. Ça veut dire développement et ça veut dire richesse. Monsieur El-Hassine, je vous repose la question à vous et peut-être en rajouter une seconde en disant, Monsieur Mayouf a parlé justement de taille critique nécessaire aujourd'hui. Ça veut dire qu'il faut la financer, il faut trouver le partenariat. Est-ce que c'est cela qui a fait que jusque maintenant la Sonatrach a préféré investir l'amont plutôt que l'aval? Peut-être que c'était une conjoncture, mais rien n'empêche que pour l'aval, il faut développer des capacités de production. Il ne faut pas toujours rester dans le même stade. Il faut toujours développer. Et tout en sauvegardant ce qu'on a, bien sûr. Et le partenariat est un facteur de réussite pour se développer. Un peu. Il est nécessaire aujourd'hui. Il est nécessaire, peut-être, oui. On est passé par une période où l'on parlait d'efforts propres possible pour le secteur de l'aval, de la pétrochimie. Mais hier, il y a 2 jours, le PDG de la Sonatrach a dit « Nous ne pouvons pas vraiment réaliser d'investissement dans le secteur pétrochimique seul », dans le sens où il y a comme un changement, pas de cap, mais peut-être de vision. Comment voyez-vous la chose? Un partenaire, s'il est bien choisi, c'est un partenaire qui ramène des finances, il a une technologie, il a un marché. Donc le partenariat, ce n'est pas un problème. Il faut juste choisir le partenaire adéquat. C'est tout. Et il faut aussi le trouver, M. Mayouf, c'est bien ça. La pétrochimie est un secteur très technologique, contrairement au raffinage. Vous voulez dire qu'il évolue vite? Il évolue vite et il dépend des détenteurs des licences. C'est-à-dire, vous êtes quand même plus ou moins contraint à travailler avec des détenteurs de licences, avec des gens qui ont l'expérience. De plus, vous avez un aspect qui est la gestion commerciale, qui est quelque chose aussi que l'on doit apprendre. La gestion de la vente et des marchés pétrochimiques est aussi quelque chose de différent qu'on va apprendre, comme on a appris pour le trading des carburants et des gaz, et maintenant Sonatrach le fait seul. Dans les années 80, nous l'avons appris. Et ben, on apprendra de la même manière. Mais il faut une étape, on va dire, d'apprentissage, qui est toujours nécessaire dans tous les cas. Mais la pétrochimie a toujours été vue dans le sens du partenariat. Mais on est d'accord pour dire que, vous parliez des licences, il y a une chasse gardée sur un certain nombre d'activités qui, elles, dont les licences sont en position monopolistique par des grandes compagnies internationales. Est-ce qu'aujourd'hui, voilà, je vais vous poser la question à tous les trois, est-ce qu'aujourd'hui la Sonatrach se trouve face à cet enjeu ou cette problématique? Madame, il y a des lobbies, il y a des gens, une garde, comme on dit un peu. Une chasse gardée. Voilà. Mais ça dépend des négociateurs. On peut partir et négocier avec les gens si on sait comment négocier et racheter tout ce dont on a besoin. Le problème y est quand on ne sait pas négocier, là c'est un problème. Et ça a changé sur les 30 années, maintenant ça a changé. Maintenant, il y a les Chinois qui ont des technologies facilement accessibles. Il y a beaucoup de pays de l'Est dans le temps qui ont des technologies. Et donc maintenant, le marché des technologies des licences n'est pas aussi difficile comme il y était. Il n'est pas aussi inaccessible, vous voulez dire, oui? En fait, il faut un peu différencier les produits pétrochimiques, les produits très courants. Je parle sous le contrôle de mon collègue. Des produits comme le polyéthylène, le polypropylène. Et puis, vous avez des produits à plus forte valeur ajoutée qui sont particuliers. Et à ce moment-là, effectivement, nous tombons dans un schéma de 2 ou 3 licences, de 2 ou 3 producteurs. Et ces gens-là ont fait des investissements. Et donc, souvent, ils vous demandent d'attendre un certain nombre d'années avant de discuter avec vous. Parce qu'ils ont d'abord des investissements à rentabiliser pour une certaine zone, bien sûr, ils divisent les choses par zone. Et
ils vous disent on pourra discuter en 2022 d'un investissement, mais actuellement, je ne vends plus, pas seulement à Sonatrach, mais ils ne font plus d'investissement jusqu'à une certaine date. À peu près ce qui arrive, à quelques détails près, ce qui arrive pour une molécule, quand on parle du médicament Princeps, qui est sous le coup d'un embargo, il y a une licence. C'est le même concept. Lorsque la licence... je souhaiterais à présent vous poser la question à vous, Monsieur Oulhassine, est-ce que les projets qui sont lancés actuellement par la Sonatrach pourront lui donner cette possibilité d'abord de maîtriser les aspects liés à la commercialisation, mais aussi à s'imposer sur le marché international de la valorisation des hydrocarbures? Effectivement, il y aura toujours au départ un accompagnement avec le partenaire pour le réseau, utiliser le réseau de commercialisation à l'international et pour apprendre et pour la suite être autonome. Ça va durer peut-être 5-6 ans. Oui. C'est un fait qu'on doit partager. Et ensuite, on deviendra autonome. Comme on l'a appris pour les carburants, le pétrole, le gaz, on va l'apprendre avec les produits pétrochimiques. Aujourd'hui, un projet de raffinage de fuel oil et d'excédent de nafta a été conclu. C'est bien ça? Oui, les études sont en cours. Que va apporter concrètement, on parle d'abord du marché local, ce projet? Oui. Concernant le secteur de raffinage, la valorisation de fuel oil qui a été exporté va être valorisée en produits blancs. On parle de produits blancs, c'est le gasoil et la valorisation du nafta qui va donner de l'essence, qui vont être consommés localement et probablement exporter des satisfactions du marché national. Oui. Ça va intervenir aux alentours de 2021. Il faut déjà qu'on arrête d'importer le gasoil et ensuite donc, satisfaire totalement le marché local. Le marché local est exporté à partir de 2021. Donc à l'issue en pleine production, quand le projet aura atteint sa pleine production, les importations s'arrêteront. Exactement, et on pourra exporter. Aujourd'hui, on parle d'une surconsommation de gasoil. La Sonatrach a mis les efforts pour pouvoir raffiner elle-même son gasoil. Est-ce que la solution, elle est là, en consommant toujours davantage du gasoil, ou bien est-ce que la consommation est quelque chose d'incontournable? C'est une réalité. Il y a une partie qui est vraiment acceptable. Il y a une partie qui est due à un gaspillage en gasoil. Quand vous allez, par exemple, trouver une file de 2000-3000 véhicules qui s'arrêtent à un feu rouge, à un stop, à un chantier, sur un chantier pendant une demi-heure, c'est inexplicable. Oui. Donc il y a des pertes. Il y a une mauvaise consommation en gasoil et en énergie. Il y a une surconsommation des Algériens pour les véhicules, le diesel aussi. Oui, tout à fait. Est-ce que c'est quelque chose qui est significatif ou bien est-ce que ce sont des broutilles à l'échelle nationale, à l'échelle de ce que nous pouvons consommer? Ce ne sont pas des broutilles, mais il faut un peu relativiser. Effectivement, il y a toujours nécessité d'une optimisation. Toujours nécessaire d'optimiser sa consommation, que ce soit de gasoil ou d'électricité ou de gaz, puisque nous avons une autre utilité qui est l'exportation ou la production de produits pétrochimiques pour eux. Mais dans le cas du gasoil, c'est un peu le centre de l'économie. Le gasoil, dans les années 90, alors que le pays traversait une étape difficile, la consommation de gasoil a continué à augmenter. Elle n'a pas diminué. La consommation d'essence s'est effondrée, la consommation de beaucoup de choses ont baissé, mais malgré les augmentations des prix, je crois me souvenir qu'entre 90 et 2000, la consommation de gasoil avait augmenté de 800 000 tonnes, malgré tous les problèmes de circulation. Elle est donc arrimée à l'activité industrielle, ce que vous voulez dire? Elle est très liée à l'activité industrielle et la partie consommation individuelle représente environ 30% environ. Donc il y a une optimisation sur cet aspect-là peut-être. Oui. Mais l'Algérie est aussi un grand pays. Le déplacement est très important en Algérie, déplacement par automobile. Les études ont montré à l'époque qu'à peu près une voiture circule 35 000 km en Algérie par an. Oui. Ailleurs, c'est autour de 10 000, 12 000. En Algérie, on circule beaucoup plus. Il y a une question de développement
des infrastructures. Oui. Un exemple concret et réel qu'on a vu dans les études, c'est le métro et le tram d'Alger. Dès qu'ils ont été construits, dès qu'ils sont mis en service et qu'ils ont été interconnectés, la consommation dans la wilaya d'Alger a baissé nettement, puisque les gens ont une alternative. Si vous ne donnez pas d'alternative aux gens, vous utilisez les moyens de transport normal, individuel. Monsieur Elhassi? Je rajouterais que la consommation du gasoil n'est pas due à une consommation des particuliers. Il y a eu les chantiers. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu de l'industrie, un développement industriel. Rien que l'autoroute Est-Ouest a consommé beaucoup de carburant. Bon, aujourd'hui, l'industrie en Algérie, je ne vais pas dire qu'elle n'existe pas, ça serait fou, mais elle ne contribue qu'à quelques points au PIB national. Donc on n'est pas quand même à l'échelle d'un pays qui roule à 10 ou 15% du PIB, quand on parle d'industrie. Exactement, oui. Donc c'est quand même une activité qui, qui n'est pas... Je rebondis sur si énergivore que ça, je veux dire. La construction est quelque chose de très énergivore. Par exemple, la construction des habitations et la construction de l'autoroute Est-Ouest, par exemple, vous voyez les pics de consommation se déplacer au fur et à mesure de la consommation, parce que c'est des engins très énergivores. Il faut voir que c'est des engins qui consomment du 80 litres au 100 km, c'est des consommations énormes. Juste la chaussée, le bitume, durant sa fabrication, il consomme du gasoil. Donc on est dans un projet qui va lui répondre aux besoins, qui au rythme actuel, répondre à la consommation interne telle qu'elle est au rythme actuel. C'est bien ça? Oui. Je parle du projet qui vient d'être lancé. Exactement. Il y a aussi l'augmentation des prix qui a fait le basculement des consommateurs particuliers vers le GPL, par exemple. Oui. Il y a eu les pouvoirs publics qui ont donné des bonifications pour payer la moitié du kit. C'est beaucoup, c'est très important. Oui, enfin bon, il paraît qu'il va y avoir encore d'autres augmentations, mais on ne va pas anticiper sur ces informations-là qui nous dépassent tous les trois. Un second contrat a été conclu, celui du traitement de méthanol et de butane. Oui. On est aussi dans une plus-value. Laquelle est-elle et quel est aujourd'hui son impact sur l'environnement entrepreneurial qui pourrait être généré de cette activité? Pour ce projet, le méthylterbutylléther, c'est en remplacement du plomb qui sera prohibé dans la fabrication des essences. Donc c'est en remplacement et on a un volume très important de 200 000 tonnes qui seront réservées aux raffineries du Nord. Donc on va produire des essences aux standards internationaux et qui contribuent à la consommation interne de Sonatrach. C'est ce que je veux dire. D'accord? Oui, et donc diminuer les importations. On est toujours dans la même logique. Exactement. Logique. Aujourd'hui, est-ce qu'il est, je repose la question, est-ce qu'il est plus facile ou plus difficile de trouver des partenaires pour le développement de ces activités pétrochimiques? On sait que la compagnie Sonatrach a eu à lancer plusieurs appels d'offres dans un passé qui n'est pas très lointain, pas seulement dans le secteur pétrochimique, mais aussi dans le secteur amont. C'est l'ensemble du secteur pétrolier qui, à un moment donné, s'est ralenti, dû à la baisse des prix du baril de pétrole. Je parle de 2014. Maintenant, il y a un rebond. Nous sommes autour de 70 $. Est-ce que le contexte du marché fera que les partenaires potentiels étrangers viendront plus facilement répondre aux appels d'offres que la compagnie lancera? Monsieur Bourpel. Je pense que toujours ça dépend du négociateur. Si on donne tous les moyens, moins de bureaucratie, on se prépare, on négocie bien, on peut avoir autant de partenaires. Est-ce que le cadre réglementaire aujourd'hui est favorisant? Je pense oui. Même le 49-51% est défavorable, à condition que tout soit clair avec le partenaire, que tous les moyens sont prêts et tout ça, et ça peut aller facilement. Je rappelle que hier, un projet, mais qui n'a rien à voir avec la pétrochimie, a été lancé. C'est la Sonatrach qui est en partenariat avec Cepsa et Total pour une joint venture de production, d'exploitation de gaz à Timimoun.
Et il a été dit, et c'est une réalité, c'est, je pense, le premier projet conclu avec des majors étrangers à l'issue, ou depuis que l'Algérie s'est engagée dans l'actionnariat du 49-51%. Je ne pense pas. Il y en a eu d'autres. Est-ce que ce cadre réglementaire est favorisant ou freinant aujourd'hui au vu du contexte du marché actuel? Je rejoins ce que disait M. Bourbal. Le cadre réglementaire, il a évolué d'abord plusieurs fois, mais c'est surtout l'environnement qui est le facteur déterminant. Ce n'est pas le cadre réglementaire qui détermine si les gens viennent ou pas, c'est l'environnement. C'est-à-dire les personnes, le contact, la clarté des objectifs qui attirent réellement par rapport aux autres. Parce que vous êtes en concurrence avec d'autres pays qui essayent d'attirer ces investisseurs-là. Donc ce n'est pas qu'une question... Qui sont plus offensifs parfois, qui ont un modèle managériel qui est différent, qui peut être plus intéressant aussi. Qui peut être plus intéressant, qui, en tout cas, dans lequel l'intervenant étranger se sent plus à l'aise. Mais ce n'est pas forcément une question de fiscalité ou de... C'est plutôt un environnement global qui doit être mis sans doute à jour. Il y a trop de zones d'ombre peut-être, mais ce n'est pas une question de loi, ce n'est pas par des lois que vous changez cette atmosphère-là, c'est autre chose. Vous parlez de la nature de l'écosystème en fait, du climat d'investissement qui lui en fait impacte aussi bien le secteur pétrolier que les autres secteurs. C'est un problème qui est plus global, on va dire, et il faut changer. Il y a une évolution qui est notable, qui est là. Concrètement, que faut-il changer selon vous ? Oh, c'est un vaste débat que vous ouvrez là. La bureaucratie, l'administration. Il y a des problèmes, même si ce qu'on appelle la bureaucratie est toujours quelque chose qui est nécessaire parce qu'elle doit accompagner positivement. Quand on dit bureaucratie, ça a une connotation négative, voire péjorative. Mais en réalité, la bureaucratie peut être un encadrement, un facilitateur. Si vous êtes bien mis à l'aise, vous pouvez aller plus vite. C'est ça. Et les infrastructures doivent aller dans ce sens-là. La première loi, la 86-14, qui était sur le partage de production, etc., qui était gérée que par Sonatrach. Celle de 91, il y a eu un certain nombre de lois, 2005, 2006 et 2013. Chacune a évolué pour se mettre, on va dire, à l'ère du temps, pour se mettre à l'ambiance, aux changements qui ont eu lieu. Mais ce sont juste des cadres dans lesquels vous avez une latitude qui est très importante, que ce soit côté algérien ou côté étranger. Et c'est cette facilité qui doit être développée. Pour revenir juste un point sur la chute des prix du pétrole et la pétrochimie, le lien en général, vous avez plus de mal à faire de la pétrochimie quand les prix sont très élevés. Parce que vous gagnez, parce que vendre directement vous rapporte de l'argent facilement. Et la beaucoup d'argent pour moins d'efforts. Voilà. Par contre, la rentabilité de la pétrochimie, M. El-Hassi s'en souvient des débats qu'on avait remarqués parce qu'on travaillait ensemble à l'époque, la rentabilité était plus intéressante à partir aux alentours de 60-70 $. La pétrochimie était extrêmement intéressante d'un point de vue rentabilité, toujours à long terme. On parle bien sûr à long terme. Si vous permettez, je voudrais ajouter que du point de vue investissement pour un partenaire étranger, théoriquement l'Algérie c'est la place idéale. Matières premières, l'input, ça existe. Les ingénieurs, les espaces pour construire, il y a de l'eau, il y a un marché africain qui est en train de se développer. Il n'y a pas beaucoup de producteurs de pétrochimiques, de polymères en Afrique. Donc il y a un marché, matières premières, il y a des ingénieurs, des cadres, des espaces et tout ça. Est-ce qu'aujourd'hui, eu égard à toute cette attractivité que vous venez de décrire, M. El-Hassi, est-ce que la Sonatrach, dans le cadre de peut-être de se positionner de manière plus offensive pour aller sur les marchés, sur des marchés qui sont plus difficiles que ceux de l'amont, en tout cas, on parle de l'aval, est-elle en train de changer de l'intérieur? Est-ce qu'elle a mis en place, en tout cas, un process peut-être de gestion ou d'organisation interne, à même de lui permettre d'être plus convaincante lors des négociations? Effectivement, la stratégie de Sonatrach dans son segment aval a beaucoup évolué et nous accompagnons maintenant les structures centrales
au niveau de la direction générale à la maturation des projets pour passer à la concrétisation des joint ventures pour lancer les EPC. Oui. C'est ce qui est retenu dans la stratégie de Sonatrach. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des changements au sein même en termes d'organisation ou de gestion des différentes structures pour optimiser les coûts, être plus efficace? C'est ce que je viens d'expliquer, madame. C'est-à-dire on accompagne, l'activité aval accompagne les structures centrales de Sonatrach dans la maturation des projets. Une fois maturés, on va lancer les JV pour la construction, pour lancer la construction des projets. Très bien. Madame, je voudrais juste ajouter à Sonatrach qu'il faut une nouvelle façon de voir. Il faut du management et il faut de la formation en extrême urgence pour réussir dans le domaine de la pétrochimie. Précisément, j'imagine que la formation, il y a carrément une structure en charge de cela. Oui, les programmes pour assurer le bon fonctionnement des unités futures, obligés d'avoir un programme de recrutement-formation. Oui. Il en est de même pour l'ensemble des compagnies à l'international. C'est de la même manière. Parce que justement, on est dans un secteur qui évolue très vite sur le plan technologique. Aujourd'hui, est-ce que, selon vous, M. Mayouf, la Sonatrach est à même de s'arrimer à l'évolution, sachant que, bon an, mal an, elle a plus ou moins déserté un certain nombre de secteurs pétrochimiques sur lesquels elle veut revenir aujourd'hui. En termes de compétences, a-t-elle les compétences requises? Oui, il n'y a aucun doute. La Sonatrach est réellement très riche en ressources humaines. Et puis l'Algérie, au-delà de Sonatrach, l'Algérie est très riche. L'Algérie a commencé dans le secteur du pétrole avec l'IAP, créé en novembre 65. Donc il y a Sonatrach, mais à l'époque de la création de l'IAP, il n'y avait pas toutes ces universités. Il n'y avait pas un nombre de formations actuelles. Si vous regardez maintenant l'USTO ici à Oran ou partout, vous avez des universités qui vous forment des ingénieurs de qualité, des techniciens, parce qu'il faut surtout mettre l'accent. On est beaucoup plus riche en ingénieurs qu'en techniciens, techniciens supérieurs. Et effectivement, on doit développer encore cette ressource humaine et l'adapter. Mais on est déjà très riche. La jeunesse, là, elle est débordante d'énergie. Je le vois dans d'autres secteurs. On le voit dans l'électronique, on le voit dans un certain nombre de secteurs. La Sonatrach n'a aucun problème sur ce plan-là, je pense. Monsieur Bourpel? Oui, madame. Comme matière première, on a les ressources humaines. Mais c'est une activité très spécifique, c'est des technologies très spécifiques, ça demande des formations très spécifiques. Concernant le cadre algérien... Qui n'ont plus rien à voir avec ce qui a pu être formé ou enseigné il y a 20 ans, hein, madame, on est d'accord. Ça, c'était des formations de base. Oui. Maintenant, quand on a un contrat avec un fournisseur, on achète une licence, on forme la personne dans le domaine. Et l'universitaire algérien, il est apte à comprendre ça. Il faut juste le former. Oui. Et pour vous dire juste que personnellement, j'ai mes étudiants qui ont été formés à Boumerdès. Ils sont directeurs de complexe à Sabic. Ils sont à Liberton. Ils sont partout. Aujourd'hui, allez-y, monsieur. Quand vous construisez un complexe pétrochimique, vous n'avez pas besoin que de pétrochimistes qui ne représentent qu'une minorité d'ingénieurs dedans. Vous avez tous les gens, tous les mécaniciens, toutes les disciplines, l'électronique pour tout ce qui est instrumentation. Vous avez des dizaines et des dizaines de formations nécessaires. Et c'est cette richesse-là qui est maintenant disponible, qui n'était pas disponible dans les années 70 lors des précédentes tentatives de la pétrochimie. Nous n'avions pas suffisamment dans tous les domaines. Vous êtes obligé de former un ensemble de personnel dans des sections très différentes. L'IAP, auquel on était tous les trois, vous avez l'Institut algérien du pétrole, mais à l'intérieur, vous aviez un département d'instrumentation, un département de mécanique, un département de raffinage. Parce que, en fait, vous avez besoin de toutes ces personnes-là pour faire marcher votre unité. Et là, effectivement, l'université algérienne, le secteur de manière globale, dispose maintenant sur quoi s'appuyer, chose qui n'était pas évidente avant. Nous avons les cadres.
Le secteur pétrochimique a aussi connu des renouvellements ou des rénovations de ces raffineries. Où en sont aujourd'hui ces projets de rénovation? Et est-ce que la formation suit ces nouvelles installations qui renaissent quelque part, puisqu'elles ont été vieillissantes et elles ont dû être rénovées car elles avaient mal vieilli? Effectivement, on est passé par plusieurs phases. La phase construction, dans les années 80-70, des raffineries avec des technologies peut-être des années 60. Et au fur du temps, on a eu besoin de les réhabiliter. Réhabiliter en adaptant des nouvelles technologies et en augmentant la capacité, bien sûr. Donc le programme a touché 3 raffineries, Arze, Skikda et prochainement la finalisation de Alger, pour porter la production à plus de 4 millions de tonnes par an en produits pétroliers. Oui. Alors il faut rappeler qu'ils sont tous actuellement en rénovation ou bien non, pas tous. Voilà. Il n'y a que celle d'Alger. Celle d'Alger qui est en finalisation, qui sera réceptionnée à la fin de l'année. Oui. Inch'Allah. Et pour l'aspect formation, est-ce que ça a suivi? C'est automatiquement quand on fait un contrat avec le PC, il y a forcément un volet formation, spécialisation pour le personnel exploitant. C'est automatique. Ça prend le temps de la construction et pour être prêt le jour de l'exploitation. Monsieur Mayouf? Juste pour le terme mal vieilli, ce n'est pas qu'elles ont mal vieilli, c'est qu'elles ont vieilli naturellement. Mais elles étaient. Je voulais plutôt dire qu'elles sont dépassées. Non. Peut-être dépassées par la technologie? L'évolution technologique, elle est constante. Surtout, on le voit nous-mêmes tous les jours dans notre quotidien. Mais la raffinerie de Skikda a été réceptionnée en 80. Donc c'est quelque chose qui était assez récente. Oui. La rénovation, elle était effectivement nécessaire. Après 25 ans d'âge ou 30 ans d'âge, il est temps de penser. Et la rénovation a été réceptionnée en 2014. Donc avec une augmentation de capacité. Parce que ce qu'on cherchait en réalité, c'est l'augmentation de capacité. Puis celle d'Arze datait de 72-73. Et donc elle aussi était nécessaire à rénover. Et puis le raffinage est contraint par l'évolution des normes. Si vous regardez les essences que les voitures demandaient en 1970 et celles que demandent, puisque les normes, par exemple le plomb a été interdit, vous en parliez tout à l'heure, toutes ces normes. L'industrie automobile a évolué au même titre que les carburants. Voilà, et donc le raffineur doit s'adapter à l'évolution, il est prisonnier de cette évolution-là. Donc les investissements sont constants. Maintenant, les raffineries plus anciennes, comme celle d'Alger par exemple, effectivement, comme elles datent du début des années 60, elles sont plus compliquées à rénover. Mais ce ne sont pas des raffineries qui datent des années 40-50, où là, elles sont obsolètes. Madame, rénovation, quand on parle de rénovation, on rénove les équipements fatigués, usés. Mais une raffinerie, un complexe pétrochimique, il est toujours en évolution. Il n'est pas en retard technologiquement. Un nouveau catalyseur, on achète. Une nouvelle pompe, on achète. On peut même changer le réacteur. Aujourd'hui, est-ce qu'on est engagé et on accompagne le rythme des évolutions de normes et de standards internationaux? Puisque l'on parle de consommation interne, mais on parle aussi de se projeter dans l'export. Aujourd'hui, est-ce que la Sonatrach est dans ce sillage de normalisation? Vous venez de le dire, pour exporter, il faut répondre à une norme qui est appliquée à l'international. Si on ne répond pas à cette norme... des carburants, pour être concret. Voilà. Par exemple, si on a à exporter de l'essence sans plomb, qui est consommée à l'international et qui est fabriquée aux normes internationales, on pourra facilement le placer. Il n'y a pas de problème. Mais si on ne le produit pas aux normes internationales, on ne pourra jamais le vendre. Oui. D'accord? C'est un peu ça. Madame, et c'est le cas aujourd'hui. Voilà, pour parler des derniers projets, notamment le projet de valorisation d'excédents de nafta et de fuel oil. Nous sommes dans une production de carburant aux normes internationales. Des standards internationaux. Voilà, c'est ce que je voulais vous entendre dire surtout. Madame, si vous permettez, en relation avec le terme norme internationale, quand on achète une licence, elle va vous dire que vos produits sont suivant telle norme. Oui. C'est ça la licence. Oui. Donc on peut vendre. Le produit algérien,
est un produit aussi propre, aussi normalisé, aussi standard qu'un produit produit aux États-Unis. On parle du projet qui est lancé récemment. Oui. Mais les précédentes productions c'est ce qu'on a de mis, carburant la réhabilitation et l'adaptation. permettent aussi, Oui, la exactement. raffinerie. Alors, on parlait tout à l'heure très rapidement, puisqu'il nous reste encore quelques minutes, on parlait des installations, des nouvelles des raffineries qui ont été rénovées. Il y a l'enjeu de l'augmentation des volumes de production, mais il y a aussi l'enjeu de la consommation. Une raffinerie qui est rénovée consomme moins. Je voudrais savoir quels sont les efforts qui sont fournis aujourd'hui par les pouvoirs publics et la Sonatrach pour diminuer les niveaux de consommation d'énergie au sein de ces mêmes installations, puisque, on l'a dit, l'Algérie consomme énormément de gaz, pour ne parler que du gaz. Une installation industrielle, elle est faite selon un design, où l'autoconsommation, elle est prédéfinie dès le départ. Par exemple, on va dire 10%, c'est 10%. On ne peut pas aller au-dessous de ces 10%, on ne peut pas aller à 8%. C'est illogique. Les nouvelles installations, celles qui sont rénovées, est-ce que vous avez diminué les niveaux de consommation ou peut-être optimisé? On a optimisé. Il vaut mieux parler d'optimisation que de réduction. Effectivement. D'accord? Parce qu'il y aura d'autres procédés qui sont additionnés à la raffinerie en elle-même. Oui. Puisqu'on a augmenté la capacité, on a amélioré la qualité des carburants. Et de nouvelles chaînes, il y a de nouvelles chaînes. D'accord? Qui consomment donc moins. Exactement. Madame rénovée, ça veut dire on a un équipement, une machine usée, on la remplace par une autre. On ne la remplace pas par la même que celle qui a été initialement installée. On cherche la meilleure machine, la plus économique, la plus efficace et tout ça. Donc, en fin de compte, après une réparation, on a un équipement qui fait la même chose et qui fait mieux, avec des équipements de meilleure performance. Une dernière question pour vous, Monsieur Mariouf. Aujourd'hui, est-ce que nous sommes dans une configuration où réellement la compagnie nationale pourrait être amenée à revoir ses priorités de l'amont vers l'aval? Est-ce que les paramètres endogènes et exogènes permettent, selon vous, à la Sonatrach de revoir ses priorités? Je ne pourrais pas répondre à cette question à la place du top management de Sonatrach. Ce qui est sûr, c'est que le marché national demande des produits et demandeur de manière de plus en plus importante de produits. Que ce soit, comme j'ai dit, dans la mécanique, dans l'électroménager, dans l'agriculture, vous avez une demande qui est extrêmement forte. Donc c'est sûr que le marché est là pour la Sonatrach. Il est nécessaire, comme vous l'avez vu sans doute quand on a parlé des carburants, de se mettre au niveau de l'exportation également, parce que ça vous permet de suivre les normes. C'est une contrainte qui est bénéfique pour vous, puisque vous continuez à produire nationalement, vous êtes aux normes nationalement et vous exportez. Donc c'est tout bénéfice pour tout le monde. Maintenant, pour ce qui est de l'amont et de l'aval, l'aval n'a jamais été abandonné. Il y a un certain nombre de projets qui ont été menés, c'est clair. Je parlais des unités de pétrochimie, des engrais, important. On pourrait aussi parler des investissements de Sonatrach dans le dessalement d'eau de mer. Ça a été aussi un élément très important, essentiel. Nous sommes à Oran et Dieu sait qu'Oran a souffert de ça. Mais c'est capitalistique. Et la pétrochimie est une industrie capitalistique. Et ça, c'est très important à le savoir. Mais je pense que la Sonatrach a là ses priorités et c'est une phase de développement de la pétrochimie qui est nécessaire. Ça, c'est clair pour l'économie nationale. Un dernier mot peut-être, Monsieur Oulhassi? On vous remercie pour l'émission et de l'invitation, mais une fois, Sonatrach est là et elle est prête à relever tous les défis. Merci Monsieur Oulhassi Azedine. Je rappelle que vous êtes le directeur d'études et planification de l'activité LRP Aval de la Sonatrach. Merci à vous Monsieur Bourbel Saadi d'avoir accepté d'être parmi nous. Je rappelle que vous êtes enseignant, chercheur
retraité de l'Institut algérien de pétrole et consultant pour les domaines pétrochimiques et plasturgie. Merci à vous, Monsieur Mariouf Belgassem, conseiller de Monsieur le ministre de l'Industrie et des Mines. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'au bout de cette émission. Une émission qui, pour cette semaine, a été délocalisée à Oran, au centre des conventions d'Oran, Hôtel Méridien, en marge de l'événement NAPEC. On se retrouve la semaine prochaine et pour revoir cette émission, vous pouvez la suivre de 11h à midi samedi matin. Sinon, le replay, comme d'habitude, sur la page officielle de la chaîne Canal Algérie et la page de la Semaine Éco. Très bonne soirée à tous.